Bienvenue officiellement dans cette conférence Andalousie et Canaries. Mon nom c'est Julie. Hem, hop, je vais, normalement je partage le bon écran, puis vous devez, me voir. Par contre, moi je ne vous vois pas. Donc si vous avez des questions, vous pouvez en bas ou en haut, ça dépend, sur quel écran, regarder dans le Q&R, questions et réponses. C'est là où vous pouvez écrire, vos questions, puis j'irai les voir à la fin de la présentation. Si vous voulez dire, «Allô Julie, on t'aime», ça c'est dans l'onglet, «Discuter» ou le chat. Heu c'est ça et je vais essayer de répondre aux questions au fur et à mesure, mais je ne suis pas sûre que le système me le permette. Dans ces cas-là, ça sera à la fin. Chez Caravanier, pour parler de l'Europe en général, nous sommes 2. Donc, moi, c'est Julie, puis mon acolyte, c'est Alexandre. Donc, quand l'un n'est pas au bureau, l'autre répond à toutes les demandes. Et quand on est les 2 au bureau, Alexandre s'occupe vraiment de la préparation des voyageurs et moi, je m'occupe de la préparation logistique puis des guides. Et là, en ce moment, Alexandre n'est pas au bureau, donc c'est avec moi que vous parlez si vous appelez. Et je suis disponible tous les matins jusqu'à 11 heures, mais même, je peux même vous appeler très tôt. L'équipe Caravanier, quelques mots avant de parler de nos voyages de ce midi. C'est une petite équipe Caravanier qui a été fondée par Suzanne et Richard, que vous voyez en photo au milieu, là, en haut. Au bureau, on est peut-être 6-8, ça dépend. Puis on a toujours quelqu'un qui est parti guider en ce moment. Donc on a Alexandre qui est absente, Mariana qui guide au Panama, puis qui va revenir, puis après qui va repartir. Donc on est une équipe très dynamique où les spécialistes qui répondent au téléphone, puis qui vous conseillent, puis qui prévoient l'organisation du voyage, sont aussi des guides. Donc on connaît la réalité du terrain, puis je crois qu'on aime ça, voyager. Et on fait aussi bien des voyages de trek, comme on va parler aujourd'hui, des voyages de long trek en altitude et aussi des voyages de kayak de mer, puis des expéditions. Euh, on aimerait, si vous n'aviez qu'une chose à retenir de cette conférence, et pourtant, je vais en parler que pour une diapositive, mais si vous deviez nous choisir pour une raison, on aimerait que ce soit pour notre engagement euh, environnemental, bon, social aussi, mais pour un voyage comme pour l'Espagne, c'est surtout notre engagement environnemental. Depuis 2000, depuis 2000, il y a longtemps, en 2000 combien, je ne sais pas, mais ça fait bien au moins 15 ans que tous nos voyages, l'émission de gaz à effet de serre due à l'avion, hein, qu'on est obligé de prendre pour partir si loin, est compensée via Planétaire, que vous voyez ici sur votre écran. On est depuis 5-6 ans membre du 1% pour la planète et le fondateur de Caravanier, c'est lui qui a apporté donc le 1% pour la planète au sein de Aventure Écotourisme Québec, dont on fait partie, et donc qui a lancé le fonds 1% pour la planète Québec. Je vous invite vivement à vous renseigner sur ce que c'est et à y participer, vous, auprès de votre entreprise, avec votre entreprise ou même en tant qu'individu. Euh, c'est un programme très, très intéressant. Bien sûr, on adhère tous les principes du Leave No Trace et puis plein d'autres choses. Il nous faudrait une conférence entière pour en parler, un midi entier, mais je ne m'étendrai pas plus que ça. Mais le mot principal, c'est que sachez qu'on essaie de faire bien les choses, donc aussi bien pour nos voyageurs, c'est-à-dire qu'on choisit les itinéraires qui nous paraissent le plus intéressant, le plus tripant possible, et pas, c'est pas forcément les plus faciles à réaliser, mais ça, c'est notre problème à nous. Puis on essaie d'avoir les meilleurs guides et que nos voyages fassent du bien à la population locale et notamment quand on travaille avec des équipes locales comme au Pérou, au Kilimandjaro ou au Népal. Et bien sûr, bien pour la planète, autant que faire se peut quand on parle d'avion. Euh, Ce midi, je vous parle de 2 voyages Dolce Vita. La Dolce Vita chez Caravanier, c'est un état d'esprit. Ça a trait au confort du voyage. Donc, vous voyez ici la description de tous nos niveaux de confort. On est à l'envers des étoiles, des étoiles des hôtels. Donc, notre niveau 1 en confort, c'est Dolce Vita. Ça veut dire qu'il n'y a pas de camping, que généralement on a une douche et puis que l'eau est chaude tous les soirs. C'est ça.
on a généralement le temps de prendre l'apéritif en terrasse en regardant les papillons. C'est un peu ça l'idée. La notion d'effort dans la journée, ce sont deux notions différentes. Donc, on peut avoir un voyage très exigeant physiquement avec des grosses journées, des gros dénivelés, beaucoup de kilométrage, des terrains pas faciles, mais dolce vita. Tout comme on peut avoir un voyage d'expédition avec, par exemple, du très froid, des nuits sous tente, etc., de l'altitude, mais où au final, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, les étapes sont plutôt courtes. C'est deux choses euh, distinctes, mais qui jouent sur le ressenti global de nos voyages. Donc, il faut toujours savoir que les voyages dont je vous parle ce midi, c'est des niveaux modérés. Donc, on parle de 5, 6 heures de randonnée par jour, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins, euh, sur une petite dizaine de jours. Heu, Ça, c'est des faits, c'est quelque part très subjectif. Le niveau que vous allez ressentir, ça va dépendre de votre, forme physique à ce moment-là, de votre état d'esprit, de la météo, de comment vous avez dormi la nuit d'avant, de ouais, c'est ça, vraiment de comment vous vous sentez et donc quelqu'un qui revient et qui me dit: «Ah ouais, bah, moi, j'ai trouvé tel voyage plus difficile que tel autre», puis, dans un autre groupe, c'est exactement l'inverse. Donc, c'est subjectif, on essaie de vous donner les clés pour bien, choisir votre niveau. Mais, sachez que, hem mais on veut parler à tout le monde, toute personne qui s'inscrit pour essayer d'avoir des groupes les plus homogènes possibles, puis pour s'assurer que tout le monde va avoir du plaisir et on peut avoir du plaisir dans l'effort. Hem et puis 2, c'est ça, c'est des voyages qui s'adressent à des randonneurs. Donc vous devez déjà avoir l'habitude et aimer ça, faire de la randonnée et même si vous n'avez jamais fait un voyage entièrement consacré à de la randonnée, il y a pas de problème. Ce sont 2 excellents voyages pour commencer, mais sachez que ça ne sera jamais plat mais que ça vaut tous les efforts et que ça sera confortable. Donc ce midi, vous voyez les petits soleils qui s'affichent, les soleils jaunes, je vous en parle ce midi, on a les Canaries tout en bas à gauche, donc à l'extrême sud-ouest de notre, carte, au large des côtes, marocaines, ce sont les Canaries. Juste au-dessus du Maroc, donc le sud de l'Espagne, l'autre soleil jaune, c'est l'Andalousie. Et ensuite se sont affichés les autres voyages dont on va parler dans les conférences de demain midi, puis de la semaine prochaine. On a le Pays Basque, la Sardaigne, le Monténégro, la Grèce et la Crète. Et ça aussi, ce sont que des voyages où il n'y a pas de camping. Le Monténégro est un peu plus rustique, mais tous les autres sont très confortables avec à chaque fois, sa salle de bain privée et cetera. Monténégro, pas de camping, mais généralement des salles de bain partagées, et partout, beh, c'est des voyages où on mange bien, et où, au niveau paysage, on s'en met, plein la vue. Tout d'abord, pour commencer, je vous amène, voir cette porte bleue. Vous la voyez, cette petite porte, bleue? Là, on est de l'autre côté. Si je sors par la porte, j'arrive dans la rue et là, on est déjà, en fait, en plein cœur de ce qu'on recherche en Andalousie, c'est-à-dire des villages blancs qui ont été construits, à l'époque des Maures, les Maures Maures. Donc, heu, les, les Berbères, les Arabes, en tout cas les musulmans qui avaient colonisé l'Espagne au 8e siècle après Jésus-Christ, donc là on parle de quand même il y a pas mal longtemps, et avaient amené avec eux cette architecture accrochée dans les montagnes, toute blanche, tout un système de réseaux aquatiques, enfin, donc des canaux d'irrigation en fait, des canaux, des systèmes de terrasses pour l'agriculture et des chemins partout pour relier tous les villages, toutes les fermes et tous les vergers dans la montagne. Donc c'est ça qu'on va aller voir dans notre voyage en Andalousie, sous influence berbère. Ça, et on espère croiser les bergers. Je commence par la fin du voyage. La fin du voyage, c'est Grenade. Grenade, c'est une ville étudiante qui fourmille. Le centre-ville est essentiellement piéton, c'est super agréable. Plein de bars à tapas par-ci, par-là. Grenade, c'est du charme à l'état pur. Il y a un des bâtiments, des monuments de l'UNESCO que vous voyez ici, c'est l'Alhambra. L'Alhambra, c'est un ensemble de petits palais qui ont été construits donc à partir du 9e siècle et jusqu'au 15e siècle pour le grand, au 16e siècle même pour le grand palais de Charles Quint que l'on voit derrière et qui fait partie de l'Alhambra, mais qui a été construit par les catholiques. Euh, et j'espère que votre regard est attiré derrière.
par ici la montagne toute blanche. Sierra Nevada, donc c'est le nom du parc national où on va aller marcher. Sierra Nevada en espagnol, Sierra chaîne de montagne, Nevada enneigé. La Sierra Nevada, ce sont des sommets qui dépassent les 3000 mètres, donc ça va jusqu'à presque 3500 mètres. Le plus haut, c'est le Moulassen, à 3492 ou quelque chose comme ça. Donc tout près des 3500 mètres, c'est haut. Donc même dans le sud de l'Espagne, il y a de la neige en hiver. De nos jours, il n'y a plus de glaciers qui restent toute l'année. Donc fin de l'été, il n'y a plus de neige du tout. Mais jusqu'en mai ou juin, il peut y avoir encore euh, comme des patchs de neige un peu partout. On peut même parfois traverser sur les chemins. Donc, de la neige dans les montagnes, on devrait en voir. Et donc, là, on voit les palais de l'Alhambra et on voit surtout toutes les montagnes dans lesquelles on va aller jouer pendant les 9 premiers jours du voyage. L'idée de ce voyage, c'est d'arriver à Malaga, qui est ici entouré, c'est l'aéroport, et de suite, on va aller dans les montagnes qui sont ici. C'est là où on va aller jouer, là où on va faire notre trek. Et ensuite, donc, on va visiter Grenade. On ne passe pas de temps à Malaga. Le guide vient vous chercher directement à l'aéroport. Mais c'est une très bonne idée. Si vous avez le temps de partir plus tôt, euh, allez à Malaga, allez passer une nuit ou deux, on peut vous conseiller des hôtels, puis on vous laisse vous réserver tout ça. Puis on se donnera rendez-vous à l'aéroport. Il y a un métro qui fait centre-ville aéroport, donc c'est facile. On se donne rendez-vous à l'aéroport le jour J pour tous se retrouver et partir. J'en profite pour préciser qu'il y a des vols directs avec Air Transat Montréal-Malaga, mais pas tous les jours. Donc c'est au niveau financier, c'est les plus intéressants. Mais comme ils ne sont pas tous les jours, ben, parfois il faut soit partir une journée plus tôt, soit revenir une journée plus tard. Ça dépend des compagnies aériennes, donc on n'a pas la main dessus. Sinon, ben, on prend une compagnie qui fait une escale, soit par Lisbonne, soit par Paris, plus rarement par Amsterdam. Voici les montagnes où on va marcher. Je vais vous parler du Moulassen, le sommet qui a presque 3500 mètres. C'est le sommet de l'Espagne continentale. Ça veut dire que c'est plus haut même que les sommets dans les Pyrénées. Mais il y a un sommet plus haut dans les îles de l'Espagne. Donc, c'est le Moulassen est le sommet de l'Espagne et même de toute la péninsule ibérique et de l'Espagne continentale. Euh, Ici, vous voyez donc enneigé, ici, vous voyez le pré-sommet du Moulassen. Le sommet en lui-même, on ne le voit pas, il est derrière, il est plus haut. Cette photo-là, elle a été prise à la fin de l'hiver, avant que nous on y aille. Donc vous voyez que les arbres on commence à voir les premières fleurs hein, ici. Tout ce qui est blanc, ce sont les fleurs, mais il n'y a pas encore les feuilles. Ça a pas encore, les bourgeons n'ont pas encore éclos. Donc, au moment où on y va, il reste encore des fleurs. En tout cas, quand on y va en avril, il reste encore des fleurs. Quand on y va en mai, tout est vraiment en feuilles et c'est beaucoup plus vert que ce que vous voyez là. Quand on y va à l'automne, il y a encore des feuilles rendues jusqu'à fin octobre, il y a encore des feuilles et c'est un petit peu plus sec, un petit peu moins vert. Ici, les montagnes, on voit un petit peu le genre de terrain. Donc, vous comprenez bien, ça ne sera jamais plat. Ça, c'est un des chemins qui est très aménagé. Les autres chemins qu'on emprunte, c'est vraiment des petits sentiers de montagne qui sont très bons. Vous verrez des photos. Puis l'idée, c'est vraiment d'aller relier des villages qui sont vraiment accrochés à flanc. Puis on voit toutes les terrasses qui ont été cultivées. Et on va alterner entre marcher de village en village, faire des boucles ou faire des traversées d'un village à l'autre et aller monter un petit peu plus haut dans le parc national pour aller voir. Les villages ont une architecture extrêmement charmante. Euh, et comme on le voit là, vous voyez, on voit un petit bout de rue en bas, puis c'est complètement tortueux. Les villages sont si petits que souvent les véhicules ne peuvent pas passer, ou en tout cas pas dans toutes les rues. Et par exemple ici, Ferreiro, là, c'est le premier village où on dort. Le véhicule, donc celui qui est venu nous chercher à l'aéroport, nous amène, puis s'arrête à côté de l'église parce que il peut pas aller plus loin parce que les rues sont trop petites, c'est des petites ruelles. Donc là, on prend nos bagages, puis on continue à pied jusqu'à la porte bleue dont je vous parlais tout à l'heure qui est la porte de notre premier hébergement. Puis on arrive là. Donc, premier hébergement. L'idée dans nos voyages Dolce Vita, c'est jamais, on recherche jamais le luxe. Nous, on recherche le charme, le fait, c'est ça, de se sentir bien là, puis de pouvoir partir à pied pour commencer nos randonnées. Là, on voit bien le type de chemin. Super bon chemin. On suggère d'avoir et des bottes et des souliers comme ça, de marche, comme ça on peut alterner. On vous donne une liste d'équipements hein, bien détaillée, adaptée à chaque voyage
pour que vous n'oubliez rien. Puis, bien sûr, on s'en parle avant le départ pour être sûr que vous partiez bien. Donc, on a 9 jours de randonnée sur ce voyage-là. Grosso modo, je vous disais en termes de niveau, on fait, oups, ça c'est pour après, 3 journées, mettons moyenne. Moyenne, ça va être pour ce voyage-là, ça va être 5-6 heures de marche avec, mettons, peut-être entre 12 et 12 à 15 kilomètres et peut-être autour de 800 mètres de dénivelé, grosso modo. 3 journées plus difficiles, plus exigeantes, où là, on peut avoir 17-20 kilomètres et plus de 1000 mètres de dénivelé. Et 3 journées plus faciles, où on va avoir peut-être un 8-10 kilomètres et puis un 400 mètres de dénivelé. Donc et puis mettons 3-4 heures de marche. Ça permet en fait de pouvoir, puis elles sont les grosses journées difficiles ne sont pas consécutives, donc ça permet de se remettre, de se reposer, puis de se dire: «Ouf, le soir on arrive, on est quand même un peu fatigué, hein». Ça fait partie des objectifs ça, d'avoir les jambes satisfaites de leur journée. Puis dire: «Ouf, là quand même, je suis fatigué». Puis en fait, le lendemain, on a bien récupéré, puis on sait que c'est une journée plus facile et hop, on est d'attaque. Il est bien sûr possible de prendre congé une journée ou 2, mais ou plus, hein, ça vous pouvez vous arranger avec le guide et c'est ce qui fait que c'est un très bon voyage, c'est un très bon premier voyage de randonnée. Mais souvent, donc c'est possible, puis comme ça, le guide va vous dire: «Bah, si tu as une journée à sauter, ça serait celle-ci» ou «Bah, tiens, aujourd'hui, oui, effectivement, tu peux sauter la journée, mais si tu veux, marche la première heure avec nous. Après, tu fais demi-tour, tu ne peux pas te perdre, puis on se retrouve, ce soir, on devrait arriver vers 4 heures, mettons». Donc ça, le guide est capable de faire ça. Nos guides, on a 3-4 guides, qui guident ce voyage-là, mais le prochain départ, celui de mai, ça va être Alexandre Bilodeau-Desbiens qui va le guider. Et puis le soir, donc je vous disais, on récupère bien parce qu'on mange donc dans des auberges. Alors quand il fait chaud, comme pour ce groupe, on se met un polar, puis on va souper dehors parce que c'est quand même super agréable. Donc là, on est en plein milieu de la rue. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a aucune voiture qui peut passer et on mange en plein milieu de la rue. Euh, dans ce petit restaurant. Il faut savoir que les hébergements dans lesquels on dort n'ont pas forcément des restaurants, donc on sort. Parfois même, on doit aller dans le village d'à côté, qui a, mettons, 15 minutes à pied, comme c'est le cas ici. Quand on sort au restaurant, une paire d'espadrilles bien confortables et un jean ou être habillé en mousse est toléré, puis quelque chose pour avoir chaud, pour être confortable et qui soit propre. C'est tout ce qu'on vous demande. On n'a pas besoin d'être plus chic que ça. Et puis, le midi, on pique-nique. Il y a même certains midis où si on passe à côté d'un resto, bon, on pourrait même s'y arrêter pour manger. Mais sinon, on pique-nique avec des produits frais, locaux, qui viennent vraiment de la région. Donc là, vous remarquerez le fromage de chèvre en bas. Il est fait dans un des villages qu'on traverse. Tous les fruits un peu plus tropicaux viennent de la région de Malaga, donc au bord de la côte. Il y a vraiment une différence, mettons, de 15 degrés entre le bord de la côte où bah, l'été notamment, il fait 40 et plus. Et dans les montagnes, il fait chaud aussi, mais il fait quand même 15 degrés, 15 degrés de moins. Dans les saisons auxquelles nous, on va en Andalousie, il faut partir du principe que normalement, en journée, il devrait faire entre 20 et 25 pour marcher. Parfois, certaines journées, ben, il va faire peut-être un peu moins. Puis il y a des journées où ça pourrait monter jusqu'à 30. C'est rare qu'il fasse plus que ça. Puis le soir, par contre, il fait un peu plus frais, ça descend à 10, donc c'est parfait pour dormir, et puis pour refroidir. Puis, le guide, en fait, est en charge de prévoir, les lunchs. Donc là, vous avez, un exemple de lunch, puis c'est toujours, varié, équilibré, savoureux. Heu c'est ça. Puis je vous disais donc on marche de village en village, puis c'est un petit peu, le plaisir. Hem Et on va aussi jouer dans le parc national de la Sierra Nevada. Les montagnes enneigées, ça sera donc plus au printemps parce qu'à l'automne, elles auront eu tout l'été pour fondre, mais les dernières plaques de neige, c'est plus au printemps qu'on les voit, comme ici. Comme le parc est un petit peu plus haut, bah, là, on se couvre un petit peu plus, il peut faire peut-être 10-15 degrés, donc c'est vraiment, super pour marcher, et on va marcher. Notre, plan A, notre objectif, c'est d'aller monter le Moulassen, donc le fameux sommet dont je vous parlais qui est à presque 3 500 mètres. Pour cela, on doit aller dormir dans le refuge
de montagne qu'on voit ici. Puis j'en profite pour, j'espère que vous avez remarqué, ici la petite chèvre des montagnes. Ce refuge-là, c'est un refuge fort sympathique avec des dortoirs, on mange super bien dans le refuge. Donc on monte avec juste de quoi dormir pour la nuit, hem, un drap d'auberge, puis ses rechanges. Les sandales d'intérieur, c'est des Crocs, puis les couvertes sont fournies sur place, ainsi que les oreillers, les matelas, donc c'est confortable. Ce refuge-là, puis il y a même des casiers, donc on laisse les affaires, enfin bref, c'est très pratique. Il est fermé là depuis bientôt 1 an pour rénovation. Donc normalement, il est censé ouvrir avant le printemps. Normalement, et donc l'idée, c'est vraiment d'aller y dormir. Si jamais il advient, qu'il n'est pas ouvert, qu'il est toujours pas ouvert au printemps, dans ces cas-là, on a déjà les plans, B en tête. C'est-à-dire qu'on va passer u au lieu d'aller dormir 2 nuits au refuge, on va dormir, 1 nuit dans le village où on dormait avant, 1 nuit de plus dans le village où on dort après, et on va faire une autre transition, une autre boucle à pied, mais on ne pourra pas faire l'ascension du Moulin-Seine. Ça reste qu'on ira quand même jouer dans le parc national. Puis c'est un petit peu ça l'idée, principale, c'est d'aller, voir, les chefs de montagne, puis surtout ces paysages magnifiques. Et quand on est chanceux, on voit jusqu'à l'Afrique, on voit les côtes marocaines, depuis les crêtes, depuis les hauteurs. Donc voilà pour, notre voyage, tout fleuri, du printemps. Et des exemples de rencontres. Je vous disais, les 2 prochains départs. On a un départ le 6 mai, on a déjà des inscrits. Il n'est pas encore confirmé, il nous manque encore quelques inscriptions, mais vous pouvez vous inscrire, dessus. Et après, si ça ira à l'automne, le 30 septembre, ce sera le prochain départ. 13 jours de voyage, c'est très facile de rester un peu plus longtemps ou d'arriver plus tôt. Un niveau modéré, 9 jours de marche, 5-6 heures par jour, la possibilité de sauter des journées. Ça reste que ça s'adresse à des voyageurs, habitués à la randonnée, même si vous n'avez jamais fait un voyage de trek. Ça serait un très bon premier voyage. Ça sera jamais plat. Puis l'avantage, donc au printemps, c'est vraiment, les fleurs. Et l'avantage de l'automne, c'est que c'est les fruits, donc tout ce qu'on a vu en fleurs au printemps, on récolte les fruits, donc ça peut être aussi bien, alors bien sûr, vous verrez plein d'olives parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oliviers, mais aussi, des amandiers, des noyers, des plaques miniers. Ça, je vous laisse regarder, à quel fruit ça correspond, c'est un test. Hem donc des plaques miniers, des figuiers, alors ça, fin septembre, c'est royal, des châtaigniers, enfin bref, heu, on se gâte, on se gâte. Pour manger les meilleurs gazpachos, ça va être, à l'automne. Voilà. Et je vois que j'ai une question-réponse, avec des enfants. Je vous reviens après justement. Ça peut être une bonne, je vais répondre un petit peu plus tard. Justement, comment je cache ça? Hop, une parenthèse, ce voyage en Andalousie, ça, on le propose aussi en liberté. Alors, ce que c'est qu'un voyage en liberté? C'est un voyage, où il n'y a pas de date affichée, il n'y a pas de groupe et il n'y a pas de guide. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste que vous formez votre petit groupe à partir de 2 personnes, puis ça peut être plus gros, et vous choisissez vos dates dans les bonnes périodes, c'est-à-dire printemps et automne. Puis si c'est trop tard, trop tôt, on vous le dira si c'est pas réalisable. À partir de là, donc l'itinéraire, il existe déjà, c'est sensiblement presque le même itinéraire. On a juste enlevé des randonnées où on pouvait trop, se perdre ou qui étaient trop à risque, où on préfère que vous savoir avec un guide là-bas. On vous remet les traces GPS, un document qui vous dit: «Beh, au 3e arbre, vous tournez à gauche, vous n'oubliez pas d'aller à telle épicerie». Enfin bref, tout le document pour que vous puissiez, heu, vous organiser sur place, donc votre guide papier. Et on procède à toutes les réservations, tous les transports, et les transports des bagages. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est vous partez juste vous. Ça s'adresse à des voyageurs qui sont habitués à la randonnée, à s'orienter, à gérer, les cas d'urgence si jamais il y en avait, puis à se débrouiller, baragouiner quelques mots d'espagnol, se débrouiller pour trouver l'épicerie, préparer ses lunchs, et cetera. Hem donc ça, c'est encore possible c'est possible d'y aller à partir de fin mars, début avril. Et donc la question que j'avais dans question-réponse, c'était: «Est-ce que c'est possible d'y aller avec des enfants?» Ça peut être possible en liberté et puis il faudra qu'on se parle pour savoir à quel point votre enfant peut marcher, puis à quel point votre bébé dans votre sac à dos de portage, tient longtemps ou pas dans le sac à dos. Puis on peut, vu qu'il y a quand même beaucoup de souplesse dans les voyages en liberté, on doit pouvoir,
pas tenter quelque chose de très agréable. En tout cas, moi, j'irai bien avec mes enfants là-bas. Je pense que ça peut se faire. Donc ça, on s'en reparle. Voilà pour l'Andalousie en liberté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, oui, donc liberté, ça, c'est ce dont je viens de vous parler. Tadam! Les Canaries! J'espère que vous aimez. Parce que ce qui est plate avec Zoom, c'est que je vous vois pas. Et donc, je sais pas si au moins j'ai fait sourire deux, trois personnes avec cette blague de mauvais goût en mettant un joli canari tout jaune. Passons sur les vrais Canaries dont je vous parle ce midi. Les Canaries, notre voyage, la trilogie volcanique. Euh, et c'est même les îles volcaniques qu'on l'a renommée. Les Canaries, ça fait partie de l'Europe, ça fait partie de l'Espagne, et pourtant, c'est au large du Sahara. Donc ici, vous voyez hein, le Maroc avec sa partie sud ici et le Sahara occidental. Cet archipel-là fait partie de l'Espagne, tandis que celui-ci ici, en haut, Madère, fait partie du Portugal. Les îles Canaries, il y en a plusieurs. Nous, on va se concentrer sur deux îles. Ici, Tenerife et ici, La Gomera. Les autres, elles sont intéressantes aussi, mais on ne peut pas tout faire, pas tout voir dans un voyage de 2 semaines. Je suis désolée pour la qualité de l'image, c'est pas top. Ici, on a Tenerife. Tenerife, il y a ce volcan ici, et c'est ça le vrai sommet de l'Espagne, à 3715 mètres, si je dis pas de bêtises. Donc 3700 et des poussières, c'est le Teide. C'est un gros volcan. Euh, et il faut savoir qu'en fait, toute l'île est née d'activités volcaniques. Il y avait des volcans ici, il y avait des volcans là, donc dans le massif d'Anaga au nord-ouest, dans le massif de Teno qui est vraiment à l'ouest, et ici le volcan du Teide qui a comblé les creux puis qui a fait naître donc cette île triangulaire. Notre voyage commence dans la pointe ici, la pointe nord, et on va aller jouer dans Anaga. Ensuite, on prend le ferry là, que vous voyez là. Ploup. Donc, on va marcher un petit peu dans le sud, mais on va surtout prendre le ferry pour aller à La Gomera. Et après, on revient jouer dans le parc national du Teide et optionnel, facultatif, pour ceux qui le veulent et qui se sont inscrits à temps pour avoir des permis, l'ascension du Teide. Le Taïdé, c'est lui. Donc là encore, je commence par la fin du voyage. C'est le dernier jour du voyage, comme tout à l'heure pour l'Andalousie. Fin du voyage, le Taïdé. C'est un volcan. Donc en fait, tout le paysage autour est assez lunaire. On voit des coulées de lave noires sur du sable blanc ou ocre, des concrétions euh, rocheuses un peu étranges, des doigts comme ça, qui poussent du ciel. On va prendre vraiment le temps de visiter tout le parc, en plus de l'ascension du TD. L'ascension est optionnelle, elle n'est pas forcément pour tout le monde. La plus belle partie, selon moi, c'est vraiment la partie basse du Teide, mais on aura deux guides. On aura, en plus de notre guide normal, on aura un guide spécialisé sur le Teide pour ceux qui veulent faire l'ascension au complet. Donc, c'est réalisable même si tout le monde ne veut pas y aller. Avant ça, donc on commence par le parc de Anaga et regardez bien comme le relief est découpé. C'est vraiment comme des feuilles verticales qui créent ces massifs avec euh, ces crêtes et ces ravines qui plongent dans la mer. Donc les sentiers, vous le voyez ici, hein. Le sentier, il est en très bon état, facile à marcher, mais attention, c'est jamais plat. C'est vraiment un voyage où euh, c'est comme si on a autant de dénivelé que pour l'Andalousie ou que ce qu'on ferait au Québec, mais on a moins de kilométrage. Tout a été compressé, ce qui fait qu'on a beaucoup de montées et descentes en zigzag qui sont assez abruptes, qui tapent un petit peu dans les genoux et qui font travailler le cardio. On voit bien hein, comme ça plonge, ici c'est un pique-nique, on voit bien comme ça plonge dans l'océan. C'est un voyage où on peut se baigner à certains moments. Toutes les plages qui font face en fait au grand large, donc pas celles qui font face à l'Afrique, mais celles qui font face, mettons, à l'Amérique, en hiver, on ne peut pas vraiment s'y baigner, les courants sont trop forts. On peut se baigner quand il y a des petites piscines dans ces naturelles comme celle-ci, ben là c'est protégé, on peut s'y baigner toute l'année. Mais sinon, pendant notre hiver à nous, on va privilégier les plages qui sont, donc la baignade quand on sera sur des plages qui sont plutôt côté sud et puis côté est.
Donc c'est un voyage, c'est pas un voyage de baignade, de plage, c'est vraiment un voyage de randonnée. Mais mettons que quand on passe à côté d'une plage, on va pas, se refuser d'aller se saucer. La Gomera, je vous disais, on prend le ferry et on arrive, ici à Saint-Sébastien et après on va décrire à peu près, bon le la carte est moyennement exacte. On va décrire comme un C à l'envers, un 3/4 de tour de l'île, par les crêtes et en marchant en fait sur l'île de village en village. On va commencer pas exactement à La Laja, mais sur la crête, ici, on va traverser jusqu'à Imada, première re randonnée. De Imada, on va traverser jusqu'à Chipoude, où on va rester, 2 nuits, comme ça on va pouvoir s'amuser à aller ailleurs. De Chipoude, on va faire la grande traversée jusqu'à Vallehermoso et de Vallehermoso, on va aller jusqu'à Agulo, où on reste encore une fois plusieurs nuits pour pouvoir aller marcher à Hermigua et dans le parc national de Garajonay, avant de reprendre le ferry direction Tenerife. Les villages sont pas du tout pareils comme ceux qu'on voit en Andalousie. Faut savoir, je ne l'ai pas précisé pour l'Andalousie, mais en Andalousie, on dort systématiquement 2 à 3 nuits dans chaque hébergement aussi. L'idée, et ça fait partie de notre conception des voyages Dolce Vita, c'est vraiment que ça soit plus, hem, bah, qu'on soit pas à la course tout le temps, c'est un peu relax quand même, de passer dans la plupart des cas, 2-3 nuits, dans chaque hébergement. Ça nous permet de pas être tout le temps dans nos valises. C'est confortable. Donc, ici, on a le village de Agulo, sur la Gomera. Hem Les villages sont un tout petit peu moins traditionnels, mais les centres historiques sont tout aussi charmants. Et puis, heu, les paysages sont extrêmement variés aux Canaries. Donc on peut passer de zones désertiques avec cette couleur rouge de la terre, puis au fond on voit le Teide là, donc l'autre île, à des forêts absolument vertes, très, humides, très, riches en essence où on va voir, le laurier-sylva donc qui bon bref et d'autres espèces endémiques, heu et tout ça en quelques kilomètres et c'est absolument, fascinant, en fait, de voir à quel point, les paysages et les écosystèmes sont variés, dans les Canaries et s'il y a une chose à c'est ça, une chose à retenir sur les Canaries, ça va être, la palette des couleurs. Ces couleurs qui sont tellement marquées entre, bah, le vert qu'on a vu juste avant, et qu'on voit encore là, puis le blanc, l'ocre, bon bref, c'est très beau, c'est assez intéressant. C'est un voyage où, en fait, ce sont des îles qui sont fortement influencées, bon, bien sûr par l'Europe, puisque c'est espagnol, mais aussi par l'Afrique qui est juste à côté, puis il y a quand même beaucoup de migration, et aussi en fait par les Caraïbes, parce qu'il y a eu une forte diaspora, des Canariens qui partaient vivre, aux Caraïbes et qui ont gardé des liens ou qui sont revenus et donc finalement dans leur, puis c'est une étape, à l'époque des caravelles qui allaient découvrir, les Amériques, les Canaries étaient une étape. Donc finalement c'est la culture d'aujourd'hui, bien sûr, c'est l'Espagne, mais c'est pas du tout la même Espagne que l'Andalousie. C'est pas l'Espagne du, jambon et du cochon, à tout bout de champ. C'est, un petit peu plus exotique, une nourriture bah, vous voyez, c'est plus un peu plus de cactus et de palmiers, mine de rien. Une nourriture qui va être un tout petit peu plus simple qu'en Andalousie. En Andalousie, on mange extrêmement bien. C'est vraiment délicieux à tous les repas, on mange pas 2 fois la même chose. Hem, au aux Canaries, vous allez manger des patates. C'est pas on ne voyage pas pour la nourriture. C'est intéressant de découvrir, en fait, toutes les associations de saveurs qu'ils ont fait, qui sont pas habituelles, puis qu'on retrouve nulle part ailleurs en Espagne. C'est pas autant raffiné qu'en Crète, que, au Pays basque ou que, en Andalousie. Faut le savoir. À partir du moment où on le sait, ben, on passe un bon voyage. Donc là, on a vu bien sûr, le volcan, Teide. Là aussi, donc, la nourriture est plus simple, mais ça reste que c'est vraiment comme la nourriture traditionnelle familiale. On mange dans les restaurants le soir, puis le midi, le guide prépare des pique-niques. Le guide, vous l'avez ici, c'est Claudio. Claudio, il habite sur place. Depuis, 25 ans, il parle super bien le français et c'est lui qui guide, c'est comme un il a le guidage naturel, c'est quelqu'un qui aime profondément les gens et qui aime, bah, se créer des relations, donc il est extrêmement sympathique et il connaît tout par cœur, le moindre lézard, le moindre sentier sur ces îles, donc heu, bah, enfin, c'est le fun, c'est vraiment le fun d'y aller avec Claudio.
Voilà. Les Canaries, le prochain départ, il est archi complet, celui de mars. Juin, juillet, novembre, il reste de la place, vous pouvez vous inscrire. Celui du 20 octobre, il est en train de se compléter. Il reste potentiellement quelques places, mais plus beaucoup. Donc pour octobre, faut se dépêcher. Là aussi, on a 10 jours de marche, 5-6 heures par jour, je vous l'ai dit, c'est assez abrupt. Donc quand ça monte, quand ça descend, ça descend. Puis ça ne fait que descendre et monter puisque ce n'est, jamais plat et j'exagère à peine. Mais ça reste que c'est pas des journées très longues. Après, il faut savoir que quand on est en Espagne, on adopte le rythme espagnol. Donc puis de toute façon, le lever du soleil ne permet pas de partir très tôt parce que le soleil ne se lève pas à 6 heures du matin, il se lève un petit peu plus tard. Donc, on va jamais commencer à marcher à 8 heures du matin, mais on va jamais finir non plus à 3 heures. Ça va toujours être un petit peu plus décalé, ce qui est un peu parfois, inhabituel quand on est habitué à notre fonctionnement, québécois. Mais, bah, c'est comme ça, c'est l'Espagne, puis, c'est pour ça qu'on voyage, c'est pour voir comment ça se passe, ailleurs. Les bagages, excellente question. Je réponds, merci Amélie. Les bagages sont portés d'une auberge à l'autre dans les 2 voyages. Donc vous ne portez que les affaires de jour dans les 2 voyages, juste votre sac à dos avec vos affaires pour la journée, puis on se sépare le pique-nique. Voilà. Puis les bagages, eux, transitent d'une auberge à l'autre. Les Canaries, on l'a aussi, puis ça c'est tout nouveau, on le propose aussi maintenant en liberté. Donc Tenerife et La Gomera en liberté. Là, la manière dont ça se passe, c'est pas exactement le même circuit, mais ça reste qu'on a, pris des éléments, communs. Donc on va voir Tenerife, on va voir La Gomera aussi. Hem, pour visiter le parc du Teide, c'est trop compliqué de le faire sans véhicule. Puis on n'avait pas envie, de vous faire louer un véhicule. Donc, cette journée-là, c'est Claudio qui vient vous chercher, puis qui vous guide pour une journée et ça vous permet en fait, il vous donne les clés pour tout le reste du voyage, puis ça va être votre ange gardien sur place. Tout comme quand vous êtes en Andalousie, en liberté, vous avez mon numéro de téléphone, puis c'est moi votre ange gardien si jamais il y a quoi que ce soit. Quand vous êtes aux Canaries, c'est Claudio votre ange gardien, il est sur place. L'idée, c'est encore une fois, ça s'adresse à des gens qui sont habitués à voyager, qui vont avoir un carnet très détaillé, les points GPS de la plupart des randonnées, donc il faut quand même être à l'aise avec, le GPS de votre téléphone, à l'aise avec les cartes, à trouver vos itinéraires et cetera, puis à prévoir vos lunchs. À part la journée qui est guidée par Claudio, tout le reste, vous êtes en autonomie aussi. Quand il y a des transferts à faire, sur la partie Tenerife, vous prenez les transports publics ou vous prenez un taxi, ça c'est comme vous voulez et sur, La Gomera, beh, là, on a notre transporteur privé qui vient vous déplacer les bagages ou quand c'est des traversées ou vous transporter quand il y en a besoin. Ça aussi, en Andalousie, même quand vous êtes en liberté, il y a notre transporteur qui vient, c'est comme votre taxi privé, puis qui vient vous chercher aux bons endroits, aux bons horaires. Voilà. Donc, voyage en liberté, c'est 2 semaines, 12 jours, comme pour l'Andalousie. 7 jours de marche, 5-6 heures par jour. Puis, là aussi, il faut être 2 personnes. La bonne nouvelle avec les Canaries, c'est qu'on peut y aller toute l'année, c'est toujours, la bonne période. Mais je pense que je suis allée, assez vite, j'avais vraiment peur, donc c'est le moment de mettre toutes vos questions.